Isabelle Dumestre, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette première sur Radio Gaga. On va parler évidemment de politique, mais on va parler également de l'actualité. On va faire un petit tour par la justice. Avant de parler du jugement, je voulais savoir un peu comment vous avez vécu toute cette période, ces 3 ans qui ont été un peu compliqués à Saint-Étienne. Très mal, comme vous l'imaginez, parce que effectivement, quand on est élu, c'est pour défendre les habitants, les quartiers, faire des propositions, et pas pour se débattre sur ce genre de questions qui n'ont rien à faire dans un conseil municipal. Sauf qu'il n'était pas possible, effectivement, de faire comme si de rien n'était, comme si le fait qu'un maire puisse couvrir un chantage contre son premier adjoint avec de l'argent public qui a été utilisé, c'était quelque chose qu'on pouvait laisser passer et que, une fois évoqué, ça devait être mis au placard. Donc nous, effectivement, avec le groupe Saint-Étienne Demain et plus généralement les élus d'opposition de gauche, on a essayé de faire les deux, être sur les dossiers pour faire des propositions et faire en sorte que la ville puisse avancer, mais aussi faire en sorte que l'affaire judiciaire qui touchait notre maire et ses proches ne soit pas mise sous le boisseau. Parce que, outre que sur les valeurs, c'était quelque chose d'intolérable, elle a quand même eu un impact sur notre ville et elle a mis en difficulté pas mal de projets. Donc c'était quelque chose qu'on était obligé de rappeler régulièrement. Vous avez dit récemment que vous avez très mal vécu ces années. C'était très, très difficile. Est-ce qu'en 2020, au début du second mandat, vous avez découvert un nouveau personnage, un nouveau perdriau, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets? Le fait d'être élu, ça l'a changé ou alors il avait tout doucement monté comme ça au fil des années? Alors moi, je ne le connaissais pas personnellement. Et effectivement, j'ai été frappée par la violence de son comportement pour quelqu'un qui venait de regagner. Normalement, quand on a gagné, on est quand même sûr de soi, on est dans la mansuétude. Lui, ce n'était pas du tout le cas. On sentait qu'il aurait souhaité nous écraser complètement. Et le fait même qu'on existe et qu'on soit présent au conseil municipal, c'était quelque chose d'insupportable pour lui. Donc à plusieurs reprises, il a essayé effectivement de nous bâillonner, de nous écraser, de nous faire des attaques personnelles qui n'avaient pas leur place dans un conseil municipal. Outre cette agressivité complètement déplacée, moi j'ai remarqué qu'effectivement, il semblait quand même moins intéressé par la ville de Saint-Étienne qui n'avait pu l'être au premier mandat, et que ce qui semblait le préoccuper, et ça on l'avait vu dès la période du confinement, c'était sa carrière parisienne. On sentait d'ailleurs, il nous faisait souvent des remarques, puisque moi je travaille avec un parlementaire, on sentait qu'il avait envie d'avoir une carrière nationale, qu'il était très frustré de ne pas en avoir, et que ça l'intéressait beaucoup plus que les dossiers stéphanois. Moi, c'est mon premier mandat, j'ai jamais été élue, et effectivement, j'étais à l'issue de l'engagement syndical, associatif. J'étais notamment présidente de l'association des parents d'élèves, présidente d'un centre social, et j'ai été vraiment frappée de voir qu'effectivement, plutôt que de se dire on est tous là à s'engager pour notre ville, et du coup ça suscite un minimum de respect entre nous, de voir que c'était pas du tout le cas de M. Perdriau et de certains nombres de ses adjoints. Pour le coup, je faisais une différence entre lui et Gilles Artigue, qui était quand même beaucoup plus respectueux vis-à-vis de l'opposition. D'ailleurs, j'étais arrivée une fois à dire à M. Artigue que j'aurais préféré que ce soit lui qui soit maire plutôt que Gaël Perdriau, parce que Gaël Perdriau, pour moi, n'a jamais eu la posture d'un maire qui est là pour défendre l'intérêt de toute une ville, quelles que soient les options des gens qu'il représente. D'où la phrase, non pas défendre l'intérêt des Stéphanois, mais défendre son propre intérêt. Ah clairement. Est-ce que vous, de l'intérieur, vous aviez senti qu'il se passait quelque chose justement entre ces adjoints? Parce que je me rappelle, en 2020, à l'élection, il y avait déjà plein de rumeurs, mais est-ce que vous aviez senti qu'il se passait quelque chose de pas très franc dans cette nouvelle majorité? Alors en 2020, on n'a pas senti grand-chose parce que comme il y avait le Covid et le confinement, en plus nous on a été une des collectivités qui a été le plus longuement sous confinement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de réunion en présentiel jusqu'au bout, même surtout quand... qu'il y avait eu le premier tour en mars et le deuxième tour en juin. juin. Voilà, donc nous on n'avait pas accès aux collègues puisqu'on ne les voyait que par visio, donc forcément c'est très tronqué. Par contre, dès lors que la vie municipale a repris à peu près normalement et qu'on avait à croiser M. Artigue, M. Perdriau, on voyait effectivement qu'il y avait une dynamique pas normale au sein de cette majorité. Moi, j'avais été frappée de voir, par exemple, M. Perdriau contredire son premier adjoint Gilles Artigue devant nous sur un dossier qui était censé être celui de M. Artigue. Donc, quand vous dévalorisez votre propre premier adjoint devant l'opposition, c'est que quelque chose ne va pas parce que vous faites au moins semblant que vous êtes d'accord et puis vous vous retrouvez après. Et puis, moi, j'avais vu effectivement un M. Artigue qui avait tendance à s'effacer alors qu'on l'avait connu et combattu politiquement avec Régis Juanico, avec Pierre Courbon sur pas mal d'élections. C'était quelqu'un qui était très présent sur le terrain, voilà, ancien député, ancien vice-président du département, quelqu'un qui était plein de ressources politiquement. Mais là, on le voyait vraiment s'effacer. Il était censé être, en tant que premier adjoint, présent dans toutes les commissions municipales pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait
plus de débats démocratiques et d'utilité à ces commissions. Et en fait, on voyait qu'il n'avait aucune marge de manœuvre. Et moi, je me souviens, après une commission, être allée le voir parce que j'avais trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal dans la façon dont il était traité par ses collègues. Et il avait eu un mot, et c'était avant l'affaire, hein, donc j'avais été très surprise, il avait eu un mot très fort en disant ce sont des ordures. Et donc c'est pas possible, moi qui fais de la politique depuis longtemps, vous parlez pas à votre opposante avec ce type de mots en parlant de vos camarades si tout va bien. Donc je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis ce qui m'avait choqué aussi chez Gilles Artigue, chez sa personne, c'était son regard qui était éteint en fait. On voyait que lui était marqué, au-delà de ses responsabilités d'élu, lui personnellement était très marqué, et c'est pour ça que j'avais tendance à aller le voir pour lui parler, parce que je voyais qu'il allait pas bien, et même si on est opposant politique, on a tendance à vouloir s'intéresser aux gens, quoi. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais avoir aussi des valeurs communes, avoir d'humanité, comme on dit. Exactement. Donc quand vous avez un collègue qui est malade, même s'il n'est pas du même bord que vous, vous inquiétez. Tout à fait, d'autant plus que c'était pas un grand méchant loup non plus, hein. C'était quand même un centriste de droite, mais c'était pas non plus et puis un grand méchant loup. c'était quelqu'un qui, pour le coup, et je le différencie vraiment de l'équipe de Gaël Perdriau et de son directeur de cabinet Pierre Gauthieri, il était vraiment là dans le sens de l'intérêt général et de la collectivité. On n'avait pas les mêmes options politiques, mais on savait ce que c'était de gérer une ville et de l'utiliser aux fins des habitants et du territoire. Ce qui n'était pas le cas de Gaël Perdriau, qui lui, il y avait toujours, on le sentait, des enjeux de carrière et de pouvoir personnel derrière. Il y avait une vraie différence sur ça entre les deux. Vous, intellectuellement, comment vous avez vécu ça ? Il y a eu plusieurs phases. D'abord, effectivement, je pensais qu'au regard de la gravité des faits qui étaient reprochés, et notamment quand il y a eu les 3 mises en examen qui sont tombées, et puis avec des chefs d'accusation lourds quand même, je veux dire, détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, chantage aggravé. Enfin voilà, c'est pas... Il y a eu surtout des enregistrements qu'on a, tout le monde a entendu, quoi. Alors d'abord sur l'aspect de la question de l'éthique. Ça fait longtemps que je suis en politique, encore une fois, et on a tous été marqués par des affaires qui ont touché des élus. Dans mon camp politique, par exemple, Cahuzac, effectivement, quelqu'un qui effectivement trahit la parole donnée, même avant qu'il soit condamné par la justice, on lui demande effectivement de se mettre en retrait pour préserver à la fois ses fonctions et son camp politique. Et sa dignité, je dirais. Alors ça, c'est son problème à la rigueur, mais en tout cas, quand on est dans un parti, il y a une dimension collective, et vous ne devez pas votre mandat qu'à la personne que vous êtes. Donc voilà, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, Gaël Perdriau, qui lui-même, sur l'affaire Fillon, avait eu exactement les mots que j'ai eu après à son encontre, qui parlait d'éthique et qui disait qu'effectivement un élu doit démissionner pour préserver un certain nombre de choses. Bien évidemment, ça ne remet pas en cause la présomption d'innocence, mais M. Perdriau a toujours parlé de ses droits, il n'a jamais parlé de ses devoirs. Et moi, je pense qu'effectivement, surtout quand on est un élu à ce niveau-là, on doit se montrer exemplaire, et on a ce devoir d'exemplarité. Et donc, première phase, je me suis battue en espérant qu'effectivement M. Perdriau accepte de laisser la place. Pendant la première année, d'ailleurs, on l'a très peu vu. Il était beaucoup enfermé dans son bureau à la mairie. Il ne venait qu'aux conseils municipaux, mais on ne le voyait plus du tout dans les événements publics. Donc, j'espérais qu'il allait en tirer par lui-même les conséquences. Et contre toute attente, quand les mises en examen les plus dures sont tombées, il s'est senti comme libéré, avec le droit de reprendre complètement les manettes. Et ça a été vraiment dur à vivre, parce que tout a été sali, tout a été abîmé par son positionnement, où au lieu de s'occuper de sa défense, il a utilisé la ville en fait comme bouclier, et ça c'était quelque chose d'absolument inadmissible. Et puis évidemment ça a posé des vrais problèmes par rapport à la ville et ses relations institutionnelles. On a vu petit à petit les ministres qui venaient plus, les subventions qui étaient coupées, les liens qui étaient coupés avec la région et puis la métropole. Et puis aussi le milieu économique qui était dans l'attente, et j'ai eu beaucoup de chefs d'entreprise, même si je ne renvoie pas énormément, qui m'ont dit qu'ils ne faisaient rien pour l'instant, quoi. Le milieu économique s'est beaucoup exprimé. J'ai vu encore il n'y a pas longtemps le responsable du MEDEF Loire qui l'a redit. Donc pour le coup, ce ne sont pas nos amis politiques a priori, donc ils ne l'ont pas dit pour nous faire plaisir. Mais également dans le milieu culturel, associatif, on a vu des auteurs qui refusaient de venir à la fête du livre parce qu'ils avaient peur de devoir serrer la main à quelqu'un qu'ils n'avaient pas envie de rencontrer. Et Gaël Perdriau... il est tellement centré sur lui-même qu'il ne s'est pas rendu compte du mal qu'il faisait autour de lui, avec effectivement ces occasions manquées pour le territoire, et même pour les personnes. Il mettait les personnes qui sont dépendantes de la mairie par leurs subventions, par les besoins de travailler avec la collectivité, il les mettait dans l'obligation de leur serrer la main, d'accepter d'être avec eux en photo, même si des personnes, de par leur valeur, auraient refusé cela. Mais par attachement à leur structure ou à leur association, il les a mis un petit peu dans cette situation de fait accompli. Et à
aucun moment, il n'a pensé aux autres pendant ces 3 ans, et c'est ça qui était le plus dur. Une autre question technique, on n'a pas très bien compris aussi comment était le fonctionnement de la métropole. On avait un président en retrait, donc beaucoup de gens ne savaient pas ce que ça voulait dire retrait. J'ai presque envie de dire, même moi aussi, j'ai pas bien compris. Est-ce que la présidente qui était intérimaire, elle avait les pleins pouvoirs ou alors elle devait lui demander son avis? Comment ça s'est passé, vous qui êtes dans le giron? Eh bien, effectivement, c'est normal que personne n'ait rien compris parce que ça n'existe pas, le retrait total. C'est des mots qui ont été utilisés par Gaël Perdriau en décembre 2022 quand il a compris qu'effectivement, il allait être mis minoritaire par l'ensemble du Conseil métropolitain. Il a refusé d'affronter ce vote démocratique de l'Assemblée métropolitaine. Donc, il a décrété qu'il était en retrait et il est parti avant le vote. Et dès lors, il n'a plus mis les pieds à métropole dans aucune de ces instances. Il a continué à toucher des indemnités. Alors quand même, petite victoire qu'on a pu avoir dans cette période sombre, j'ai obtenu, grâce à une délibération que j'ai fait présenter, qu'on baisse ces indemnités de moitié. On n'a pas pu le faire plus parce qu'il y avait une incertitude juridique. De moitié, justement, c'était combien? Et alors, il touchait déjà pas l'entièreté de ce à quoi il avait droit en tant que président de métropole, parce que avec le cumul avec la ville, ça faisait trop, et à un moment donné, il y a quand même un plafond. Comme on est toujours en train de tirer sur ces pauvres gens qui ont 400 € par mois. Ah non, il avait un peu plus que 400 €, je peux vous le dire. Le remettre toujours dans le contexte. Non, je pense que tout cumulé, j'ai pas fait le calcul, mais il avait plus de 5 000 € par mois. Donc même en ayant moins de la moitié des indemnités de métropole, c'est pas ça qui l'a empêché de vivre. Non, c'était juste un rappel par rapport à l'assistanat. Oui, donc voilà. Oui. Et donc, à part cette petite satisfaction d'obtenir effectivement qu'il n'ait pas l'entièreté de ses indemnités puisqu'il ne travaillait plus à métropole, on n'a rien pu faire pour l'empêcher de nuire, puisque en tant que président, il est resté président tout du long. Madame Fayolle n'a jamais été présidente, si ce n'est de séance, dans nos conseils métropolitains, mais elle est restée première vice-présidente. Donc par exemple, elle n'avait pas les signatures pour embaucher les gens. Donc, c'est Gaël Perdriau qui lui a imposé son directeur général des services, son directeur de cabinet qu'il a recruté après la démission, enfin après le licenciement de M. Gauthieri. Et elle n'a à aucun moment pu choisir les gens avec qui elle travaillait. Donc il y avait une forme de blocage encore une fois. Il y avait du blocage à tous les niveaux, parce que quand vous n'avez pas les personnes pour mettre en œuvre vos politiques, elles vont pas loin. Donc Madame Fayolle a eu quand même beaucoup de mérite à arriver à faire tourner une boutique dans laquelle non seulement elle n'avait pas toutes les manettes pour le faire, mais en plus elle avait systématiquement des bâtons dans les roues qui étaient mis par M. Perdriau, qui a utilisé toutes les manières qu'il a pu, sans venir, pour empêcher que les choses puissent se faire. Il a essayé d'empêcher la réalisation de la signature du contrat de plan État-région, donc entre la métropole et la région, alors que déjà à cause de lui, ce projet n'avait pas pu se faire auparavant. Il a essayé d'empêcher sa réalisation. À l'époque, c'était M. Reynaud qui le remplaçait, c'était pas encore Mme Fayolle. Ensuite, il a essayé d'intervenir à plusieurs reprises. Il utilisait son nom, son titre de président dans les convocations, dans les cartons d'invitation, dans les cérémonies. Et Mme Fayolle, qui faisait tourner la boutique, elle, parfois, n'était même pas invitée à des événements financés par la métropole. Donc, on était dans une situation complètement ubuesque. Et puis, sans parler de ces conseils métropolitains qui étaient tout le temps paralysés par l'affaire, avec les adjoints de M. Perdriau, qui jouaient un rôle d'opposition improvisée et qui essayaient effectivement de donner le mauvais rôle à Mme Fayolle au lieu de l'appuyer. Pour conclure ce dossier, lundi, il y a eu la décision de justice. Vous étiez à Lyon. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Ou alors on peut encore s'attendre à des surprises? Non, ça m'a pas surpris du tout. Moi, j'ai assisté à plusieurs jours du procès, notamment les jours clés. Et donc, effectivement, la seule chose qui m'a surprise dans ces jours de procès, c'est que la situation était encore pire que ce que j'en connaissais. Et pourtant, j'avais l'impression de bien connaître le dossier. À ce point-là. Mais oui, parce qu'il y a des révélations qui ont été faites, effectivement, mais pas à la décharge de M. Perdriau. Au contraire, on a vu qu'il y avait un fonctionnement complètement pourri dans son cabinet, et ça allait bien au-delà des 4 prévenus. Mais ceci dit, effectivement, vu la tournure des débats, vu le soi-disant grand boom qui devait arriver à ce procès, qui n'est jamais arrivé, si ce n'est qu'on a compris que la stratégie de défense de M. Perdriau, c'est d'essayer de salir tout le monde en espérant que ce rideau fumé cacherait sa propre culpabilité. Mais moi, j'avais vu que ni la procureure ni la présidente du tribunal n'avaient été dupes, donc j'ai pas été surprise. La seule petite surprise, c'est que les peines qui ont été prononcées sont encore plus fortes que ce qu'avait demandé la procureure, donc plus forte que les réquisitions. Donc c'est une surprise, mais plutôt un soulagement, parce qu'on est sûr, enfin je parle de l'inéligibilité, parce que pour la prison, je la souhaite à personne. Et d'ailleurs, petite parenthèse, tout le monde dit est-ce qu'il va aller à la Talaudière ou pas. C'est bien dommage qu'on s'inquiète de son sort à lui, parce qu'aujourd'hui, à la Talaudière, il y a des centaines de détenus qui vivent dans des conditions absolument effroyables, et qu'effectivement, il faut que ça soit un col blanc qui soit menacé pour qu'on se dise que c'est pas quelque chose d'acceptable. Mais pour en revenir à l'affaire... La peinture du coup.
J'espère qu'ils vont refaire plus que ça parce qu'il y a des travaux aujourd'hui à la Talaudière, mais ça suffit pas. Il y a surtout une surpopulation carcérale qui est absolument impressionnante et insupportable. C'est un autre débat. Mais pour en revenir à M. Perdriau, ce qui est important pour nous et ce qui est un vrai soulagement, c'est l'inéligibilité et les mots qu'a prononcé la présidente qui a dit « Monsieur, vous ne pouvez plus être maire de Saint-Étienne » parce que lui, c'est une décision qu'il n'a jamais prise en 3 ans. Il a fallu que ce soit la justice qui l'impose et c'est ça que j'étais venue entendre et je suis contente de l'avoir entendu. Si j'ai bien compris, c'est 5 ans. 5 ans, oui. C'est pas à vie. Non, c'est pas à vie. Ce qui veut dire qu'au prochain municipal, dans 6 ans, donc en 2032, il peut être candidat. Et comme tournent les choses, aujourd'hui, on ne sait jamais ce que l'avenir sera fait. Il peut redevenir maire en 2032 si on est assez... C'est la démocratie. C'est la démocratie. Oui, vous voyez bien qu'un Donald Trump a pu être réélu après toutes les choses qu'il avait commises, y compris la participation au coup d'État manquée, l'assaut sur le... Voilà, donc on est dans un monde où effectivement tout peut arriver, on ne peut pas prévoir, mais en tout cas, sans savoir ce qui va se passer en 2032, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. On n'a plus Gaël Perdriau à la mairie, c'est déjà un progrès, on va pouvoir commencer à tourner la page, enfin je l'espère. Alors on va parler de plusieurs échéances qui arrivent. La première, si j'ai bien compris, c'est mercredi prochain, un nouveau maire. Là aussi, on a presque envie de rigoler, parce qu'un nouveau maire pour 4 mois, c'est un peu du folklore, je dirais, du folklore stéphanois. Mais bon, c'est la loi, c'est comme ça. Comment vous allez vous positionner là aussi? Parce qu'on voit que finalement, il n'y a pas vraiment un successeur, mais il y en a 2. Et il y a 2 camps différents un peu. Je ne sais pas si c'est les mêmes idées. C'est 2 personnages qui n'attirent pas les mêmes personnes, quoi, je dirais. Alors, je dirais que c'est presque plus compliqué que ça, puisqu'on nous a fait croire c'est pour ça qu'on avait rendez-vous avec vous. Qu'il y avait qu'une seule majorité tout à fait unie autour de son père. On voyait depuis quelque temps que tout ça avait tendance à se fissurer avec l'approche des municipales et puis les ambitions de chacun et de chacune. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a l'enjeu de qui va succéder au maire et puis l'enjeu de qui va se présenter en mars 2026. C'est ces 2 enjeux qui se recoupent. Donc Jean-Pierre Berger, qui est premier adjoint, qui devrait très naturellement, en toute logique, remplacer le maire. En plus, comme vous l'avez souligné, c'est pour 4 mois. Donc il n'y a pas d'enjeu à mettre en place une nouvelle personnalité. Il faut quelqu'un qui soit là pour assurer les affaires courantes. Pour un Stéphane Lambda, il a presque une certaine légitimité à devenir maire, quoi. Il a une légitimité qui est due à sa posture, effectivement, depuis 3 ans. Quand Gaël Perdriau était empêché, de fait, c'était lui, effectivement, qui faisait le travail. Il s'est beaucoup battu, d'ailleurs, et il a un peu précipité la chute de Gilles Artigue, pour tout dire, pour pouvoir reprendre ses manettes de premier adjoint. Il avait vraiment envie d'être dans ce rôle-là, et je pense que depuis le début, il se projetait dans l'idée que si Gaël Perdriau chutait, c'était lui qui prendrait le relais. Donc, sauf que Gaël Perdriau, son grand dame, en a décidé autrement, puisque Gaël Perdriau, il n'est pas dans la gestion normale des affaires et dans un apaisement qu'incarnerait dans une certaine mesure Jean-Pierre Berger. Il est dans la préparation de la suite. Vous avez évoqué 2032. Pour qu'il y ait 2032, il ne faut pas qu'il disparaisse complètement du paysage. Donc, il a intérêt à avoir quelqu'un qui va prendre le relais et qui va défendre ses intérêts dans les prochaines années. Et donc, c'est pour ça qu'il soutient la candidature mordicus de Marc Chassot-Bénet, qui est son poulain, son héritier désigné, et qui n'est pas là pour apaiser les choses, qui n'est pas là pour gérer les dossiers, parce que pour le coup, il les connaît beaucoup moins qu'un Jean-Pierre Berger, mais il est là pour continuer à défendre les intérêts de Gaël Perdriau. Et puis, 3e protagoniste là-dedans, c'est Siam Labiche, dont on entend moins parler parce qu'elle a retiré sa candidature, mais qui, effectivement, aurait bien souhaité, effectivement, prendre le relais de Gaël Perdriau. À un moment donné, on entendait qu'effectivement, ça allait jouer entre elle et Marc Chassot-Bénet. C'est pour ça que je reviens à ma question de tout à l'heure. En 2020, si je ne dis pas de bêtises, on avait déjà parlé d'elle comme première adjointe et il y avait déjà des conflits avec Gilles Artigue. Et oui. Parce qu'effectivement, Madame Labiche n'est pas dépourvue d'ambition. On le voit d'ailleurs beaucoup, elle est déjà en campagne électorale depuis cet été. Et il y avait un coup à jouer entre elle et Marc Chassot-Bénet. Visiblement, Gaël Perdriau a choisi Marc Chassot-Bénet plutôt qu'elle. Mais ça ne lui a pas donné envie de mettre son ambition sous le tapis. Et donc, voyant qu'elle ne passerait pas, elle s'est mise derrière Jean-Pierre Berger avec un objectif, que Marc Chassot-Bénet ne soit pas maire et donc ne puisse pas utiliser l'appareil municipal à son propre profit pour préparer les municipales et donc avoir un coup d'avance sur elle. Donc effectivement, on a ces 3 protagonistes, ces 2 niveaux d'enjeu qui se superposent et donc effectivement, pour les citoyens qui nous regardent, tout ça ne va toujours pas dans l'intérêt de la ville. Il n'y a pas un petit souci aussi avec la Cité du Design, avec M. Chassot-Bénet, il n'y a pas une histoire de procès encore qui traîne, il n'y a pas de l'argent qui a disparu, 400 000 euros. Alors le procès, c'est le directeur de la Cité du Design qui a été condamné. Alors évidemment,
Monsieur Chassaubené, lui, en tant que président, n'a pas été touché directement. La seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'en tant que responsable, puisque employeur du directeur, il a quand même laissé faire ça sous sa garde. Il n'a rien vu. Il a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas vu non plus qu'il y avait un déficit. Donc c'est quelqu'un qui a l'air de passer à côté des informations importantes. Donc encore une fois, c'est une raison de plus de se dire qu'il n'est pas forcément le mieux placé pour gérer la 13e ville de France. Et on a aussi une autre candidature, c'est Madame Peslon, Oui. qui revient, qui avait disparu il y a quelques mois et qui revient pour être maire intérim. Donc c'est vrai, encore une fois, le Stéphanois qui s'intéresse peu à la politique, il a quand même du mal à suivre. Alors Madame Peslon avait quitté la majorité en solidarité avec Claude Liogier qui avait été un peu saqué, voilà. Mais elle a toujours dit qu'elle continuait à défendre le bilan de Gaël Perdriau et que c'était juste un positionnement aussi interne au parti Les Républicains qui faisait qu'elle s'était désolidarisée de lui. Mais en l'occurrence, elle est chef d'un groupe d'opposition. Elle a décidé de présenter une candidature Qui n'a aucune chance. Qui numériquement n'a aucune chance puisque son groupe pèse 9 voix. Voilà. C'est pour ça que nous, par exemple, à gauche, on ne va pas présenter de candidature parce qu'on a... Quel est le nombre de voix à gauche ? On a 12 voix. 12 voix. Ouais. Mais nous, si vous voulez, pour nous, le maire doit quand même refléter le souhait des électeurs. C'est quand même important. Ce qui paraît logique. Les électeurs, c'est ceux de 2020, pas ceux de 2026. Donc, il ne faut bien pas mélanger les choses, contrairement à d'autres. En 2020, les gens ont dit que c'était la liste de Perdriau qui voulait voir diriger la ville avec le premier d'entrée, Gaël Perdriau. La logique voudrait que, après Gaël Perdriau, ça soit son premier adjoint. D'abord Gilles Artigue, ce n'est plus le cas. Jean-Pierre Berger, ce qui n'est plus le cas non plus. Petite parenthèse, il ne fait pas bon d'avoir été premier adjoint de M. Perdriau, hein, parce que ça dévoie quand même beaucoup le poste. Quoi. Et nous, on pense que la démocratie elle a été suffisamment abîmée par toute cette affaire. Là, vous représentez des valeurs. Et nous, on va rester dans ça, de défendre des valeurs. On a toujours dit qu'on ne profiterait pas de l'affaire pour remettre en question le vote démocratique des Stéphanois de 2020. On est profondément respectueux de cela. Donc, on ne présentera pas de candidat et on ne participera pas à la grande mascarade de devoir déterminer qui est le mieux placé dans les amis de M. Perdriau pour lui succéder, parce que nous, on pense que tous ces gens qui l'ont accompagné et qui l'ont défendu et qui ont permis le marasme de ces 3 dernières années sont tous plus illégitimes les uns que les autres. Donc, on ne participera pas à ça, on y sera bien évidemment présent, mais on votera blanc et on laissera faire, avec évidemment l'idée que, quand même, Marc Chassaubené, ça serait le pire qui remplacerait le pire. Ça veut dire que vous allez voter blanc, donc. On va voter blanc. J'allais dire, je ne vais pas vous poser la question, mais vous venez de me le dire. Vous allez qui que ce soit, vous voterez blanc. Ben, en fait, on n'a pas la possibilité de voter contre. Hein. Soit vous mettez un non, soit vous mettez un bulletin blanc. Donc, on va vous mettre un bulletin blanc. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas à nous de trier au sein des membres de la majorité. Donc, est-ce qu'on doit encore parler de majorité ? Parce qu'il semble qu'il y ait 3 blocs maintenant. Il y a ceux qui pourraient voter Chassaubené, ceux qui pourraient voter Berger, les amis de Madame Peslon qui étaient dans la majorité d'hier, qui vont à nouveau pouvoir faire partie d'une majorité en choisissant de nouveaux maires. Enfin voilà, tout ça, effectivement, vous l'avez dit, c'est très compliqué pour les Stéphanois. Je pense que les Stéphanois, ils ont besoin qu'on leur apporte une réponse à une question, c'est quand c'est qu'on va s'occuper des dossiers de la ville et de leurs intérêts. Donc il y a du travail, a priori. Ben oui, il y a du travail. On va avoir aussi les orientations budgétaires qui vont être abordées au conseil municipal suivant, qui devait être ce lundi 8 et qui est reporté au 19. Donc on fait passer quand même les dossiers après toutes ces histoires de tambouille. C'est quand même un problème. Donc on repousse à la veille des vacances de Noël le débat sur les orientations budgétaires. On risque d'avoir quelques mauvaises surprises sur un budget qui n'est pas du tout au beau fixe, malgré l'augmentation d'impôts considérable qui a frappé les propriétaires l'année dernière avec plus 15%. On n'a pas du tout les marges de manœuvre budgétaire qu'on serait en droit d'attendre, avec cette augmentation d'impôts importante, inédite, historique. Mais tout ça est mis sous le tapis parce qu'on est encore une fois sur des histoires de pouvoir, de personnes, avec M. Perdriau qui continue à tirer les ficelles. Et c'est bien le plus époustouflant dans tout ça, quelqu'un qui est condamné à 5 ans de prison, qui continue à venir en mairie jour après jour pour tirer les ficelles et garder le pouvoir, alors qu'il ferait mieux de s'occuper, malheureusement, des prochains mois et années qui sont devant lui. On va justement la tourner, nous, cette page, dans cet entretien. On va se projeter sur mars. Vous êtes donc candidate sur la liste qui va être conduite par Régis Juanico. Quel va être votre rôle et votre projet ? Parce que le plus important, finalement, c'est le projet pour les Stéphanois. Alors moi, je suis porte-parole du collectif Saint-Étienne-de-Bains. On va être un certain nombre de porte-parole autour de Régis Juanico, parce que notre campagne n'est pas seulement l'affaire d'un homme. Régis Juanico est un excellent candidat, connu, reconnu, mais autour de lui, il y a des personnalités... C'est surtout une liste qu'on élu, hein. D'ailleurs, voilà, il faut le préciser, on n'élu pas un homme ou un maire, on élu une liste. On élit
On élit une liste et on a besoin effectivement de ce collectif parce qu'on va trouver la ville dans un état déplorable en mars. Tout a été abîmé. Qu'est-ce que vous mettez dans le mot déplorable ? Eh ben, je mets la question des finances, je mets la question de la situation des agents eux-mêmes qui ont quand même beaucoup souffert depuis 3 ans, on n'en parle pas assez, et y compris la question des bâtiments municipaux, que ce soit les bâtiments culturels, sportifs, les écoles. Voilà, on va trouver beaucoup d'ardoises. Alors je dis on va trouver si on est en responsabilité, mais quelle que soit la liste qui va gagner, elle va se retrouver dans cette situation, une situation très très dégradée, et on aura besoin d'un collectif solide, un collectif uni et un collectif fait de compétences qui vont pouvoir affronter toutes ces difficultés, tous ces enjeux. Donc moi, mon rôle dans tout ça, ça va être d'apporter les quelques compétences que j'ai pu acquérir dans ces 6 années de mandat, la connaissance des dossiers municipaux, et on sera, je pense, plusieurs élus issus de l'opposition qui ont bataillé ces dernières années. Je pense à Julie Toki, à Olivier Longeon, Laetitia Valentin, Annie Rasfi. Il y en aura peut-être d'autres, mais au moins eux, qui sont déjà très investis dans la campagne, pour être justement force de proposition et puis aussi de facilitation, parce que comme on a une connaissance du fonctionnement de la mairie, de ses services, et puis d'un certain nombre de dossiers, même si dans l'opposition on n'a pas accès à tout, on va apporter ça à la liste. Et puis on est en train d'essayer de composer un collectif qui reflète bien la diversité de la ville, de ses quartiers, de sa sociologie, voilà, qu'il n'y ait pas qu'un seul type de sociologie qui soit représenté, mais qu'on n'oublie personne, que tous les Stéphanois se sentent représentés par notre liste. Comme ça, quand on arrivera en mars 2026, on sera, je l'espère, on continuera à être en contact direct avec les Stéphanois pour transcrire leurs attentes en réalité. Le projet aujourd'hui, on est début décembre, il est déjà prêt ou alors il y a encore du travail jusqu'au mois de mars? Il y a encore des choses qui vont bouger, il y a encore des choses que vous attendez? Alors le projet, ça prend du temps à construire un projet parce qu'on est vraiment dans une construction d'intelligence collective. On y a commencé depuis le mois de janvier. Et il y a beaucoup de travail qui a été fait. Ça va continuer à se faire jusqu'à fin décembre, mais après, il faudra écrire le programme pour pouvoir le distribuer aux électeurs et aux Stéphanois. Mais au-delà du programme, on va quand même continuer à travailler le projet. Ça ne s'arrête pas à l'écriture du programme parce qu'il y aura, même une fois le programme écrit, il y aura encore des questions qui vont émerger, des sujets à travailler. Donc ceux et celles qui sont encore intéressés, on a encore des tables rondes, des réunions publiques. On en aura une notamment sur le sport dans les prochaines semaines, comme on en a une sur l'éducation populaire cette semaine. Voilà, on continue à travailler au sein du collectif, les différentes forces politiques qui sont sur notre liste, beaucoup de citoyens engagés hors parti, et puis on invite tous ceux qui sont intéressés à pousser la porte de notre local, à venir nous apporter leur contribution individuellement ou collectivement dans les réunions qu'on organise. Sans dévoiler de grands secrets, c'est quoi les grandes lignes? On va bien évidemment, j'imagine, parler de propreté, parler de sécurité, et tout le monde en parle à Saint-Étienne, on va peut-être parler aussi de commerce. Effectivement, les termes que vous utilisez, c'est ceux qui sont revenus parmi les plus prégnants. On avait organisé un questionnaire au printemps, justement pour participer à la construction de notre projet. On est allé demander aux Stéphanois qu'est-ce qu'ils attendaient. Est-ce que vous dites propreté, proximité, animation de la ville aussi, c'était beaucoup revenu. Évidemment, sécurité, tranquillité, c'est des préoccupations importantes. Donc, sur tout ça, nous, on va aussi commencer par dire, au-delà des propositions concrètes qu'on va faire, il y a d'abord une question de méthode, ça va être le premier changement. On est déjà dans une gouvernance plus partagée, plus horizontale, avec effectivement l'idée qu'un homme seul ou une femme seule ne peut pas changer Saint-Étienne et qu'il faut un collectif. Et ça va se retrouver non seulement dans la façon dont notre équipe va fonctionner, mais aussi dans comment on va travailler avec les Stéphanois tout au long du mandat, en leur donnant toute leur place. Et puis des priorités aussi sur l'éducation. La question des écoles, c'est quand même une grosse compétence municipale et on sait qu'il y aura beaucoup à faire pour améliorer la situation des écoles publiques de notre ville. La question de la santé, il y a beaucoup de Stéphanois aujourd'hui qui ont des difficultés d'accéder à un médecin, même un généraliste. Dentiste, un dermatologue, voilà. Tout un tas de choses. Aux soins en général. Et donc, mais est-ce que la mairie a ses pouvoirs justement? Souvent on ne fait pas la différence entre l'État et la mairie aussi. Oui, mais justement c'est une compétence sur laquelle certaines communes ont choisi d'aller, y compris dans la Loire. Une commune pas très importante comme Riorges, pas très importante en termes de nombre d'habitants bien entendu, ils ont mis en place un centre municipal de santé avec des médecins salariés. Donc ça permet d'avoir effectivement des médecins
immédiatement disponibles, qui sont salariés par la ville, avec un centre municipal bien évidemment au centre-ville, mais qui auraient des antennes aussi dans les quartiers. Je pense à Terre-Noire, à Côte-Chaude, qui n'ont plus de médecins. Voilà. Il y en a bien d'autres. Ça a existé à Terre-Noire dans les années 80. Et je sais bien. Et qui a été fermé par M. Dubanchel dès qu'il est arrivé. Et ça fait partie des choses. Moi, j'ai beaucoup assisté aux réunions de travail. Il y avait on nous parle de toutes ces réunions publiques qui ont eu lieu depuis 6 ans. La question d'un centre municipal de santé ou d'une maison de santé, ça a été parmi les préoccupations les plus importantes remontées par les terranéens. Ou une maison dans chaque quartier? Alors, je pense pour que ça marche, il faut qu'il y ait des médecins et des professionnels de santé au sens large, des infirmiers et des infirmières aussi, notamment des infirmiers en pratique avancée et des dentistes. Il va falloir trouver des médecins qui acceptent et ça, c'est déjà un gros enjeu. Mais l'idée, c'est d'avoir à minima un centre municipal de santé avec des antennes dans lequel il puisse y avoir des permanences, si ce n'est tous les jours, au moins une fois par semaine, pour que au moins les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en centre-ville puissent avoir une proposition d'offre de proximité. Donc ça, c'est la santé, c'est le deuxième enjeu important qu'on va avoir. Je parlais d'éducation, l'éducation populaire, avec la manière dont les centres sociaux, les amicales laïques ont été quand même vraiment malmenés ces dernières années, c'est aussi quelque chose d'important. C'est fondamental parce que c'est le lien social, c'est le vivre ensemble dans nos quartiers. Sans ces acteurs-là, on va avoir effectivement une montée toujours plus forte de l'individualisme et puis du chacun pour soi et de tout son cortège d'incivilité, voire de violence. Donc ces acteurs de l'éducation populaire, ils sont fondamentaux, pas pour prévenir la délinquance, mais pour renforcer le vivre ensemble. Et on est beaucoup plus on traite les racines plutôt que le mal quand c'est trop tard. Donc voilà, ça fait partie de ça. Et puis, priorité qu'il ne faut pas oublier, la question aussi de la nature en ville, d'une ville plus respirable. Du vert. Du vert, peut-être du bleu. J'ai pas beaucoup vu d'herbe bleue, mais j'aimerais bien qu'on ait un peu de la pelouse. Le bleu, c'est l'eau. C'est l'eau. Voilà, mettre effectivement de la nature. Il faudra nettoyer l'eau parce que souvent elle est grise. Effectivement, donc c'est pour ça que je disais bleu. Mais effectivement, on a une ville très minérale. Il faut remettre de la nature en ville. Il y a de la nature beaucoup autour de Saint-Étienne. Il y a bien sûr des grands parcs, mais dans l'hypercentre, et on l'a vu pendant le confinement, les gens qui étaient confinés en centre-ville, ils ont eu des moments très difficiles. Et avec le réchauffement climatique, on va avoir une ville qui va être toujours plus chaude. Le meilleur moyen de lutter contre la chaleur, c'est de mettre des îlots de fraîcheur. Et ça passe par la nature. On se rend compte en feuilletant les vieilles photos de Saint-Étienne qu'il y avait beaucoup plus d'arbres. Oui. Et on se rend compte que finalement aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'arbres. Est-ce que vous allez replanter des arbres? Alors effectivement, il va falloir travailler sur, pas simplement mettre un arbre ici ou là. On a tous en tête les arbres en pot de la place Jean Jaurès qui avait été présenté comme l'îlot de fraîcheur. Voilà, c'est vraiment ça, c'est des choses qu'on ne fera pas. Par contre, l'idée, c'est d'avoir des vrais lieux de fraîcheur, des vrais jardins plus que des arbres. Et vous parlez des vieilles photos de Saint-Étienne, quand on revoit les Ursules, ce que c'était avant le parking des Ursules. Il y a des cartes postales qui existent, il y avait un marché, il y avait un jardin sous l'école des Beaux-Arts. Il y avait vraiment, et là vous avez un endroit extrêmement minéral, d'ailleurs c'est très décevant, la place Waldeck-Rousseau qui a été refaite récemment, qui aurait pu être un petit espace de verdure, c'est à nouveau un espace minéral. Tout à fait. Donc il y a des choses à faire, et sur ces aspects-là, je pense qu'effectivement on aura beaucoup de propositions fortes. Dernier point, parce qu'on a beaucoup parlé, surtout vous d'ailleurs. Le commerce, est-ce qu'il y a des solutions miracles ou alors il faut se résoudre à ce qu'il y a beaucoup moins de commerce réel et beaucoup de gens qui passent par l'Internet aujourd'hui? Alors il n'y a pas une solution miracle, mais il y a plein de solutions qui marchent. Intermédiaire? Il y a des solutions qui marchent et qu'il faut mettre bout à bout pour arriver à un résultat en fait. Donc il y a les solutions qui ne marchent pas. On a vu que ce que M. Perdriau a annoncé à grand renfort de presse l'année dernière, remettre l'éclairage nocturne, alors ça a peut-être une utilité mais pas pour le commerce, ça n'a pas joué. Remettre le stationnement gratuit, mettre le stationnement gratuit pendant 3 jours, c'est extrêmement coûteux pour les finances de la ville, mais ça n'aura pas ramené de personnes en centre-ville. On l'a vu, on a fait une réunion publique sur le commerce, on a des chiffres de la fréquentation du centre-ville qui montrent que ces mesures n'ont pas eu d'impact en termes de fréquentation. Donc s'il n'y a pas de gens en centre-ville, ils ne sont pas dans les commerces. Donc après, il y a des choses à faire, c'est de remettre de l'animation, parce que pour le coup, on le sait, quand il y a de l'animation, quand il y a la fête du livre, quand il y a le marché de Noël, il y a plus de monde en centre-ville, et quand les gens viennent en centre-ville, ils consomment dans les commerces. Surtout qu'il y a pas mal d'idées, il suffit de lever la tête et regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Exactement. Il y a plein de belles manifestations dans notre endroit, et si les autres savent faire, on peut faire exactement la même chose. Sans aller chercher très loin, ce samedi, la Sainte-Barbe, on voit qu'effectivement, le collectif qui s'est monté il y a quelques années pour rendre la Sainte-Barbe vraiment encore plus populaire, avec plein d'animations
installations partout en ville. C'est une vraie réussite qui était très peu accompagnée par la ville d'ailleurs, qui a eu un peu plus de subventions depuis. Mais voilà, nous, il faut vraiment qu'on accompagne ces initiatives. Toutes les initiatives n'ont pas besoin de venir de la ville pour qu'elles soient bonnes. Il faut reconnaître les bonnes initiatives, les accompagner, les commerçants des bonnes idées, et ils nous trouveront vraiment dans le dialogue avec un adjoint ou une adjointe qui sera dévolu au commerce, qui sera une personne qui aura vraiment une connaissance de ce que c'est le monde du commerce, des idées et de la compétence. C'est vraiment central. Tous ces locaux qui sont vides depuis des années, il n'y a pas aussi moyen peut-être de proposer à des gens qui veulent se lancer sans risque des magasins éphémères où ça serait gratuit Parce que quand les magasins qu'on voit qui sont fermés avec des devantures abîmées, ça rapporte rien. Hein. Ah bah tout à fait. Donc si on pouvait mettre des gens, des commerces éphémères ou d'autres choses bien évidemment, ou des artistes, je ne sais pas, là aussi simplement ça ramènerait déjà de la vie. Bah, tout à fait. Puis il y a déjà un travail qui a été commencé par le collectif Rue du Développement Durable qui font un bon travail, et on a vu effectivement, il y a des articles qui parlent de ces expériences dans d'autres communes où effectivement ce qui est important, c'est que, comme vous le dites, c'est que les espaces ne soient pas vides, parce que ça donne une impression de désertification, c'est triste, et du coup ça donne pas envie de venir. Il y a des villes qui ont mis des leurs, il y a des villes qui ont mis des chambres d'hôtel en rez-de-chaussée. Enfin voilà, il y a plein d'idées, des choses extrêmement innovantes à inventer. Ça peut être des activités non lucratives, ça peut être des associations, ça peut être plein de choses. L'important, c'est qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de l'animation, et que les gens se disent que ça vaut le coup de venir en ville à Saint-Étienne, parce qu'ils vont s'y retrouver avec des commerces de qualité, mais aussi avec des animations. On peut aussi devenir un peu un laboratoire. Hein. On peut essayer des choses. Parce que de dire dès le départ ça ne marchera pas, ça n'amène à rien. C'est ça. Alors que si on est un laboratoire et qu'on essaie des choses, on dira ça a marché ou ça n'a pas marché, mais au moins on a essayé. Ben, effectivement, nous on est très preneurs. On sait qu'il y a des acteurs qui sont très bons en innovation sociale, c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils sont vraiment dans ça. Ils sont tellement en contact avec les gens, par leur mode de fonctionnement, qu'ils sont tout le temps en train de se réinventer, de proposer des choses pour coller aux nouveaux besoins. Et donc effectivement, on travaillera beaucoup avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont déjà importants. C'est 14% de l'emploi privé sur notre métropole. Mais qu'on souhaite développer davantage, qu'on souhaite accompagner. Et ils ont plein d'idées. Et déjà, vous voyez la Tablée, par exemple, des acteurs comme ça qui occupent des anciens locaux vacants et qui proposent des choses qui marchent. Donc, on va aller vers ça. Et puis, il y a un autre outil dont on n'a pas parlé, mais vous évoquiez la question de ces locaux qui ne rapportent rien à leurs propriétaires. Les propriétaires qui ne jouent pas le jeu de louer, parce qu'effectivement, parfois, ils se disent on va louer comme si on était à Lyon, alors c'est trop cher pour Saint-Étienne, c'est pas rentable pour un commerçant. Voilà. Et il y a un outil qui existe. On peut faire effectivement avec une foncière commerciale préempter des locaux pour les récupérer. On peut aussi taxer les locaux vacants beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui pour dissuader cette spéculation qui fait que les propriétaires refusent de louer, et pour permettre à des jeunes commerçants, à des jeunes entrepreneurs de se lancer sans avoir peur, parce qu'ils seraient déjà grévés par un loyer beaucoup trop cher. Dernière question, parce qu'on était un petit peu long. La sécurité, l'insécurité, est-ce que c'est le rôle de la mairie ou ce sera le rôle de l'État, ou est-ce qu'on peut partager les rôles? Comment ça se passe vraiment dans la réalité, pas dans les mots et la théorie? La sécurité, c'est un tout en fait. Et bien sûr que l'État a un rôle important à jouer et primordial, parce que la police nationale a des compétences que n'ont pas évidemment les policiers municipaux. Mais il doit y avoir un continuum de sécurité, il faut qu'on travaille tous ensemble en fait. Et il y a beaucoup d'acteurs de la sécurité. Il y a ceux qui sont vraiment en répression des faits d'insécurité, la police. Mais nous, on croit aussi beaucoup à la prévention. Et il faut qu'il y ait les deux. Pour que ça marche, il ne faut pas que l'un ou que l'autre. Il faut évidemment de la sanction, il ne doit pas y avoir de sentiment d'impunité, mais il doit y avoir de la prévention. Et nous, on croit beaucoup au travail de proximité que doit jouer la police, et c'est ce qu'on va défendre auprès de nos partenaires de la police nationale et de la gendarmerie quand on parle de l'échelle métropolitaine. Il faut qu'il y ait effectivement un travail de proximité pour être dans la présence humaine, et qu'il y ait à nouveau une confiance retrouvée entre la police et la population, parce que cette confiance, c'est un élément clé pour que ça fonctionne. Et puis, il y a tous ces acteurs qui ont un rôle fondamental dans la prévention. Encore une fois, s'attaquer aux problèmes à la racine, c'est l'éducation populaire, c'est la prévention spécialisée. Toutes ces associations qui jouent un rôle de médiateur avec la population pour donner l'idée... alors, évidemment, il y a toujours de la criminalité, il y a toujours la délinquance, mais il y a une délinquance qui émerge, qui est liée aussi au fait qu'un certain nombre de nos jeunes se disent qu'ils n'ont plus leur place dans la société, et que puisqu'ils n'ont pas de place donnée par la société, ils vont y faire irruption par des pratiques qui sont insupportables pour les autres membres de cette société. Il y aura sûrement à travailler sur le civisme aussi.
il faut travailler sur le civisme, et pour le coup, ça ne concerne pas que les jeunes. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a que les jeunes qui sont inciviques. On voit tout quand on se promène dans les rues. Et là aussi, c'est de la prévention. Et ça sera, je pense, vraiment un rôle qu'on va vouloir donner, un rôle majeur aussi qu'on va donner à nos élus. D'être beaucoup plus présents sur le terrain, pas simplement l'adjoint à la propreté, pas simplement l'adjoint à la sécurité, que l'ensemble des adjoints, quelle que soit leur délégation, que l'ensemble des élus de la majorité soient le plus présents possible dans les rues de Saint-Étienne pour pouvoir se rendre compte effectivement des attentes des Stéphanois, des choses qui vont pas, des choses qui vont bien aussi, pour faire en sorte qu'il y ait ce contact en permanence et que ces petits gestes inciviques qu'on voit, les gens qui jettent leurs déchets par terre, c'est des petits gestes qui, mis bout à bout, rendent invivable la ville et qu'il faudra prendre à la racine. Donc effectivement, travailler aussi avec les agents municipaux, les écouter. On l'a vu avec le mouvement l'année dernière des éboueurs. Les agents ne sont pas assez écoutés et pourtant, ils sont les experts aussi de la ville dans notre ville. Et voilà, c'est en mettant bout à bout toutes ces compétences, je pense, qu'on arrivera à traiter les choses. Et puis, traiter les choses, c'est aussi traiter dans les transports. On a vu qu'il y a une brigade qui se met en place. C'était dans notre projet déjà en 2020, une brigade pour assurer la tranquillité dans les transports. On sait qu'il y a de plus en plus d'incivisme dans les transports. Il y a du travail dans les transports. Hein. Voilà. Et donc ça, régulièrement, je peux vous dire que en quelques années, ça a bien changé dans les bus. Oui, et ça, on le sait, et on veut qu'effectivement tout le monde se sente en sécurité dans les transports. Donc ça sera aussi une de nos priorités, la sécurité dans la rue, dans les quartiers, mais aussi dans les transports. Pour conclure, on peut dire que vous avez du pain sur la planche. Eh oui. Une dernière question avant de vous libérer. J'aime bien cette phrase de libérer par rapport au début de l'interview. Qu'est-ce qui va vous différencier d'une liste comme M. Cinieri, qui aussi est engagé dans la sécurité, la propreté, le commerce? Qu'est-ce qui fera la différence? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de droite, un projet de droite et un projet de gauche? Ou alors c'est un projet pour les Stéphanois qui sera légèrement différent suivant les deux personnalités des gens qui conduiront les deux listes principales, qui s'appellent M. Régis Juanico ou M. Dino Cinieri? C'est-à-dire que, comme vous le dites, M. Dino Cinieri va être beaucoup sur la question de la sécurité. Nous, on pense que la vie dans la ville, évidemment, la sécurité, c'est la première des libertés, mais je vous ai aussi parlé d'éducation, je vous ai parlé de santé et je vous ai parlé d'environnement. Et je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles on aura beaucoup plus à proposer que M. Cinieri. C'est peut-être pour ça que vous avez mis un pull vert, alors. C'est vrai. Isabelle Dumès, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie, merci à vous. Je vous souhaite une belle campagne, une longue campagne, et puis on se revoit dans quelques semaines pour faire le point. À très bientôt. Merci. Au revoir.